Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Bien à vous, madame, messieurs, amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour suivre cet autre rendez-vous de l'invité de la presse qui reçoit, j'allais dire, un gros morceau ce soir, puisqu'il s'agit de Ibrahima Mokhtar Sarr. Il est le président de l'AJDMR. Je parle bien sûr de l'Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement pour la rénovation. Nous sommes là en terre mauritanienne. Mais il faut d'abord rappeler que Ibrahima Mokhtar est apparemment pour des raisons essentiellement culturelles. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre présent à notre invitation. Alors, lorsqu'on est président d'une alliance comme celle-ci, qu'est-ce qui peut bien vous avoir motivé à faire le déplacement de Pointe-Noire en République du Congo? Vous savez, depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années, je me suis impliqué volontairement dans le développement de nos langues nationales. Donc ma langue maternelle qui est le Pulaar, le Fulfulde, qui est parlé pratiquement dans beaucoup de pays africains. Et j'ai véritablement œuvré pour le développement de cette langue. J'y écris mes poèmes, des œuvres littéraires. Et souvent, je donne des conférences sur cette culture, sur son développement. J'ai été souvent invité à travers le monde par les associations culturelles Pulaar qui me connaissent, notamment par l'Association internationale du Pulaar en Italie, notamment l'Association internationale du Pulaar aux États-Unis qui s'appelle Pulaar Speaking, qui regroupe près de 2000 membres, notamment les associations culturelles d'Europe, de France en général, et même ici en Afrique. Donc souvent, j'ai l'habitude d'être invité pour donner des conférences sur tel aspect ou tel autre, n'est-ce pas, de cette culture Pulaar et son développement. Votre carrure d'envergure nous surprend lorsque vous faites des déplacements d'une petite ville comme Pointe-Noire, eu égard aux grandes villes que vous avez déjà fréquentées forcément. Pointe-Noire n'est pas une petite ville. Quand vous voyez tout ce que j'ai rencontré aujourd'hui comme public, je disais d'ailleurs que je n'ai jamais eu ce public dans les autres capitales que vous appelez grandes. Donc ce qui fait de Pointe-Noire son importance et sa grandeur, c'est justement le public Pulaar que j'ai trouvé ici. Il est extrêmement important. Il est là depuis des années, le public Pulaar. Ce que j'ai surtout envie de comprendre ce soir, c'est que votre déplacement de Pointe-Noire, pour ne pas dire votre périple pointe-négrin, intervient après que vous ayez été, je vais dire, candidat 2 fois à l'élection présidentielle mauritanienne, en 2007 et en 2009. Oui, bon, vous savez, comme certains me reprochaient, mais M. Sarr, vous avez laissé tomber la culture. Maintenant, vous ne faites que politique. Il ne connaissait le président Sarr qu'à travers les poèmes qu'il diffusait à la radio, dans des cassettes. Maintenant, il le voit dans des meetings en train d'haranguer les foules. Et quelque part, certains s'en plaignaient, ils voulaient le retrouver, ce poète Pulaar qu'ils connaissaient. Et eux, ils en font partie. Et quelques-uns parmi eux, par l'intermédiaire d'ailleurs de Nazirou, qui est un membre actif de mon parti, qui est d'ailleurs membre du Conseil national. Et donc qui était là, ils ont dit, mais écoutez, nous on veut bien que M. Sarr vienne ici. Et voilà comment les choses ont été arrangées. Et c'était pour moi un grand plaisir que pour la première fois, je puisse, n'est-ce pas, le fouler le sol, n'est-ce pas, congolais. Comment peut-on à la fois politique et culturel Bon, écoutez, mais c'est Senghor qui disait... Ce n'est pas facile de concilier les deux vies. Il est arrivé à la politique par hasard. Il se réclame d'abord poète, professeur, avant même d'être un homme politique. Quelque part, je lui ressemble. Parce qu'au départ, je n'étais pas destiné à être politique. Mais les conditions de mon pays m'ont amené effectivement à m'impliquer, n'est-ce pas, sur le plan politique, pour faire aboutir certaines revendications qui d'ailleurs coïncident avec cette revalorisation de notre culture. Parce que dans un pays comme la Mauritanie, où il y a une langue officielle qui est l'arabe, et qui cherche à supprimer toutes les autres langues non arabes qui existent dans le pays, moi, militant actif de cette langue-là, je ne peux que m'opposer politiquement. Voilà donc ce qui m'a amené effectivement à jouer aussi un rôle politique. Justement, Monsieur le Président, avant qu'on arrive à l'impact, j'allais dire, de ces langues dans le développement des sociétés africaines qui sont les nôtres, il y a que l'on se demande, après que vous ayez subi des échecs, comment allez-vous désormais concilier votre vie, puisqu'il faut que vous puissiez faire une sorte de retour aux sources. On parle de la culture, mais poursuivre avec la vie politique. Lorsqu'on a été, je veux dire, 2 fois échoué, 2007-2009,
ça n'a pas créé quelque chose en vous comme un refoulement, comme une déception? Je ne pense même pas que ce soit un échec. Parce que vous savez, en Mauritanie, on ne pouvait même pas rêver qu'un négro-africain pouvait oser briguer le suffrage universel, jusqu'à même obtenir un suffrage comme le mien. Donc c'était une grande première. D'ailleurs, on parlait de vote ethnique. Non, ça a bénéficié d'un vote écrit. Les négro-africains ont voté pour lui. Donc c'était pour moi une victoire. C'est pour la communauté une victoire. Qu'il y ait quelqu'un d'abord qui ose, n'est-ce pas, défier. Et vous souhaitez continuer le combat? Ah oui, je vais continuer parce que j'ai un parti politique qui est extrêmement bien structuré. Et mon combat n'est pas seulement de gagner le fauteuil, mais c'est d'être présent sur la scène politique, d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale par exemple, de pouvoir continuer à livrer le message. Et en tant que candidat aussi, c'est une occasion pour faire passer le message. C'est pour ça que j'ai besoin de votre sincérité, Monsieur le Président. Oui. Vous y croyez-vous, je veux dire, au combat politique sur la terre africaine? Ah oui. En Afrique, est-ce qu'on peut croire que le combat politique soit des plus vrais? Oui, il y a eu des pays où la démocratie a fonctionné. Prenez le cas du Mali, prenez le cas d'autres pays où du Ghana par exemple. Oui, la démocratie a fonctionné. Il y a des grains de sable quelque part en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, vous appelez ça grain de sable alors que des vies humaines vont... Écoutez, quand je dis grain de sable, c'est que quelque part ça ne marche pas. Hein, ça coince. Mais je pense que ça va se décoincer rapidement et il faut qu'on y aille. Et c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'objectif visé et le dynamisme des populations africaines, n'est-ce pas, qui cherchent véritablement à aller de mieux en mieux vers la véritable démocratie qu'on y arrivera. Il y aura des échecs. Donc en attendant d'y arriver que de soucis. Vous évoquez tout à l'heure la Côte d'Ivoire. Bien entendu. Sauf si vous avez, je veux dire, une préférence pour l'un ou l'autre des candidats. Non. Mais est-ce que vous comprenez ce qui est arrivé récemment là, en Côte d'Ivoire? C'est ce qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire. Bien sûr que je le comprends, je l'ai toujours suivi. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi la Guinée, c'est aussi la Mauritanie. Vous les connaissez, ces acteurs de la scène politique ivoirienne? Quelque part, je les connais de loin. Je n'ai jamais rencontré ni Gbagbo ni Ouattara. Mais je les connais de loin, je les ai écoutés. C'est comme si je percevais un peu le sens de la lutte qu'ils mènent. En journaliste de formation, vous avez quand même le sentiment que la démocratie ivoirienne est trahie, pour ne pas dire que le vœu des populations ivoiriennes est en train de faire son bonhomme de chemin. Parce que figurez-vous, quand on a de grands hommes d'État comme Houphouët-Boigny qui ont marqué le pays pendant des décennies, ce n'est pas facile, c'est pas facile de le remplacer. C'est pas facile de remplacer des gens comme Sékou Touré. Alors quand ils sont partis, et de la manière dont ils sont partis, la succession n'a pas été préparée. Donc ça pose des problèmes, et ces problèmes nous les vivons. Mais je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui montre qu'il y a effectivement une évolution dans la mesure où la communauté internationale, unanimement, dit « Niet, nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode ». Et c'est par là effectivement qu'il faut passer pour avancer. Et justement, pour faire que l'Afrique puisse être demain, vous l'avez dit, il faut que les Africains apprennent à s'approprier les langues qui sont les leurs. La question va être celle-ci. Est-ce que vous croyez qu'en Afrique, nous avons véritablement... Écoutez, moi je parle d'abord du postulat, que l'Afrique ne pourra jamais se développer en dehors de sa culture. Mais la question est celle-ci. Quelle est cette culture dont on revendique, que l'on revendique et qui n'est pas présente sur le terrain? Ce que je crois, c'est à quoi je crois, c'est que si aujourd'hui nous ne faisons qu'échouer, nous n'accusons qu'échec sur échec, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le chemin. Et le vrai chemin, c'est d'abord les cultures africaines, les langues africaines. Comment redorer le blason de cette culture africaine? Maintenant, comment? Par la revalorisation de ces langues. Il faut d'abord reconnaître ces langues, les officialiser, leur donner un caractère officiel et que l'État les prépare à les introduire dans l'enseignement. C'est difficile pour certains pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire, comme par exemple le Cameroun, ou d'autres pays qui ont 100 langues, 80 langues, ainsi de suite. Mais si vous prenez la Chine aujourd'hui est en train de revaloriser ces langues les plus minoritaires. Donc ce n'est pas parce qu'une langue est minoritaire qu'on doit la laisser, il faut la revaloriser, la parler localement, créer les conditions de développement de cette langue au niveau local. Parce que n'importe quel individu a besoin d'abord de sa culture, de s'élever dans sa culture avant d'aller vers l'autre. Il n'est pas juste de dire que bon, voilà, ici au Congo, il y a une langue dominante, on tue toutes les autres, il n'y a que cette langue, n'est-ce pas, qui aura le droit de citer. Mais les locuteurs de cette langue vont gagner parce qu'il s'agit de leur culture. Mais ceux qui ne sont pas locuteurs de cette langue, ils vont être acculturés, ils vont être déculturés. Donc par conséquent, moi je pense qu'il y a effectivement une possibilité de créer les conditions de l'émergence de toutes ces langues. Maintenant, sur le terrain, ces langues vont régler leurs problèmes. Vous savez, on n'a pas besoin de créer des décrets, de prendre des ordonnances, de prendre des trucs pour dire telle langue sera la langue.
unitaire, la langue, n'est-ce pas, qui doit être officielle. Peut-être parce qu'elle est la plus parlée. Elle va, sur le terrain, les langues vont régler le problème. Au marché, la langue qui ira au marché, qui ira au terrain du football, la langue qui sera, n'est-ce pas, dans les taxis, c'est cette langue-là qui va dominer les autres, par le dynamisme de ses locuteurs. Par conséquent, il ne faut pas imposer une langue sur les autres. Il faut donner à toutes les conditions de se développer. Et dans chaque petit village, créer les conditions pour que ce village se développe dans sa culture. Et maintenant, au niveau régional, au niveau national, on trouve là une espèce d'osmose, n'est-ce pas, pour que ces langues puissent s'interpénétrer et qu'il y ait une interculturalité. En fait, c'est ça que les gens visent. Et il est prouvé d'ailleurs qu'un enfant qui a été formé dans sa propre langue au départ, on le met dans n'importe quelle autre langue, il sera plus performant. Quand il commence par sa langue maternelle, on lui amène n'importe quel autre, il sera plus performant. Les linguistes sont d'accord là-dessus. Vu de cette façon, la chose peut être bien comprise, mais Président Ibrahima, s'il vous plaît. Mais c'est bien, nous voulons bien comprendre ce volontarisme qui est le vôtre dans la pratique, dans l'appropriation de nos langues. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de la langue, on touche quand même là une dimension, une donnée ou des données plus complexes. Mais la langue, c'est quoi? La langue, c'est un tout. Or, nous voici à un carrefour de la vie, tel que les langues dites puissantes à travers le monde ont tout envahi. Comment allons-nous procéder, je veux dire, pour nous imposer, pas que palier par palier? Voilà. Donc, c'était le sens de ma conférence d'aujourd'hui. Je ne sais même pas si mes locuteurs m'ont compris. Parce que essayez de nous résumer ce sur quoi rapporter votre conférence d'aujourd'hui. Avec cette domination des langues étrangères, si nous ne réagissons pas rapidement, nos langues seront, même nos petites querelles linguistiques là, ça va être, n'est-ce pas, de la futilité, parce que ces langues vont nous dominer. Parce que les enfants, ton fils, mais il regarde la télévision, il regarde la vidéo, il n'a pas besoin de toi. Il a sa petite mallette et puis il tourne, il regarde les jeux, il est partout. Et à partir de ce moment, il acquiert une culture qui n'est pas celle que tu lui donnes. Donc si au niveau de... Et cette culture s'impose à lui d'ailleurs. S'impose à lui. Mais il y a une manière de contrecarrer. Il faut que l'État prenne des dispositions pour que nos radios, nos télévisions nationales soient concurrentes. Pour qu'il n'ait pas besoin de regarder une télévision étrangère. Parce qu'il a tout. En fait, Monsieur le Président, n'est-ce pas là une vue de l'esprit quand même? Pas du tout. Ça nous paraît être une vue de l'esprit. Il est bien l'esprit, possible aujourd'hui, à la radio, n'est-ce pas, de Pointe-Noire, à la télévision de Pointe-Noire, de créer des émissions qui intéressent beaucoup plus les spectateurs télé-négro, comment vous les appelez là? Porto-Négrin, c'est comme ça. Pointe-Noire. Comment on appelle les habitants de Pointe-Noire? Les Ponte-Négrins. Voilà, les Ponte-Négrins. Que les téléspectateurs Pointe-Négrins soient plus intéressés. Quand moi je vois mon image à la télévision, mais ça m'intéresse. Quand on parle de ma vie, quand on parle de mon école, la caméra, n'est-ce pas, vient se promener dans mon quartier, je sors. Mais je regarde cette émission. Je ne vais pas regarder une émission qui va regarder ailleurs. Quand on crée des émissions qui parlent des gens, qui parlent de leur vie, qui parlent de leur activité, de leurs besoins, les gens sont intéressés par ces émissions-là plutôt que de regarder ailleurs. Et c'est en cela que nos télévisions pourraient être concurrentes. Quand, en parlant nos langues, en parlant de nos problèmes, en vivant nos réalités, nos télévisions pourront concurrencer les télévisions extérieures. Et ça d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder dans certains pays, quand nos émissions en langue nationale passent, quand des émissions concernant nos populations passent, quand nos théâtres en langue nationale passent, les gens sont plus friands de ces trucs que les autres. Donc moi je pense qu'il y a effectivement une possibilité de renverser la vapeur. Mais ça demande qu'il y ait une action vigoureuse des États, une collaboration de tous les États, n'est-ce pas, dans ce sens, pour que nos langues africaines aient droit de citer, qu'il y ait de grandes radios, de grandes télévisions, n'est-ce pas, qui puissent même être captées, n'est-ce pas, dans les pays développés. Parce que je le disais tantôt ici, l'Europe nous parle, l'Occident nous parle, mais nous on ne leur parle pas. C'est eux qui ont le monopole des satellites. C'est eux qui ont le spectre radioélectrique, comme vous le savez. Et vous comprenez justement qu'à la base, il y a un problème de moyens, justement, qui va s'imposer à nous. Mais naturellement, mais nous avons des moyens, je l'ai dit. Je dis que si l'Afrique veut utiliser les moyens que nous avons, c'est-à-dire nos matières premières, pour exiger un transfert efficient de la technologie, nous pourrons nous doter effectivement de télévisions performantes qui peuvent être captées même, n'est-ce pas, à l'Occident, où nous allons nous aussi déverser notre culture. Nous devons être offensifs. Déjà, nos artistes le sont. Nos grands artistes le sont, vous savez, ils ont envahi le monde. Les Youssou N'Dour, les Baaba Maal, les grands musiciens cubains, du moins congolais. Ils sont nombreux sur la liste. Ils ont réussi à bouleverser le monde. Pourquoi nous, notre culture ne pourrait pas effectivement être à l'offensive? Je crois qu'il faut y croire et surtout il faut y agir. Il faut aller, n'est-ce pas, sur le terrain et avancer. Peut-être une avant-dernière préoccupation. En terre mauritanienne, justement là où vous résidez, le problème a-t-il été compris, le concept tel que posé a-t-il déjà été compris? Oui. Quelle est sa démarche? À Mauritanie, c'est plus complexe. À Mauritanie, c'est plus complexe. Là-bas, on ne rejette pas l'idée de revaloriser nos langues nationales, mais on veut imposer une langue sur les autres, une langue nationale sur les autres. C'est ça la préoccupation.
on veut... Mais c'est peut-être parce que les uns et les autres veulent partir du principe qu'au nom de la mondialisation, on n'a plus besoin de s'intéresser à toutes les langues, entre guillemets, dites petites, pour choisir ce qui devrait fédérer, ce qui devrait créer la fédération des énergies et des valeurs. J'ai dit que pour lutter contre l'ennemi, d'abord, il faut que nous, on resserre nos rangs. Pour lutter contre l'envahisseur suprême, il faut que toutes les petites cultures, les petites langues, entre guillemets, c'est-à-dire que les langues nationales puissent se souder pour pouvoir rejeter, n'est-ce pas, la langue de l'oppresseur, la langue de l'envahisseur, la langue de l'étranger. Est-ce que nous y parviendrons dans un espace, je veux dire, multi-international tel que les uns et les autres, sans plus fort, imposent leur dictat au nom de l'économie, au nom de tout ce que l'on sait, au nom de la politique? Comment voulez-vous qu'on réussisse dans ce foisonnement, dans ce fourre-tout? Nous allons étudier... Vous l'avez avoué vous-même que l'Occident est suffisamment puissant. Oui, mais l'Occident a toujours été puissant, mais pourtant nous avons réussi à arracher nos indépendances. Nous continuons aussi à lutter pour ces indépendances effectives. Il y a encore des problèmes. Mais nous pourrons aussi continuer à lutter pour que nos cultures aient droit de cité. Bon, à l'intérieur de nos frontières, nous pouvons quand même imposer nos langues. Ça n'exclut pas que nous allons apprendre le français, ça n'exclut pas que nous allons apprendre l'anglais, parce que nous devons communiquer avec le monde extérieur pour des besoins, n'est-ce pas, de nos relations avec l'international. Mais pour quand même aller d'une région à une autre, que le président de la République s'exprime dans la langue pour que ses électeurs le comprennent, pour que toi tu fasses, n'est-ce pas, une émission correcte en télévision pour que les Congolais, les gens de... Le problème c'est qu'à la base, on ne nous a pas appris justement à parler nos langues maternelles, justement, surtout pour nous autres. C'est là la grande question. Et moi, durant d'ailleurs tout mon séjour à l'école de journalisme de Dakar, je me suis battu sur cette question. Et j'ai même écrit un ouvrage qui s'appelle Langue nationale et médias audiovisuels pour montrer comment les langues nationales doivent être utilisées à la radio et à la télévision. Il faut nécessairement une formation. De façon à créer un maillage à propos. Il faut nécessairement une formation parce qu'on ne doit pas utiliser les langues nationales comme on utilise, n'est-ce pas, les langues étrangères. Il sera un problème d'image, un problème de cosmogonie, n'est-ce pas? La manière dont le journaliste en langue nationale décrit la scène, la manière dont il aborde, n'est-ce pas, son sujet ne peut pas être de la même manière, n'est-ce pas, que quand il parle en français. Donc ça demande une formation sur nos valeurs, une formation sur nos coutumes, mais une formation linguistique aussi, pour qu'ils comprennent le sens, n'est-ce pas, la portée d'un mot, la portée d'une langue. On n'a pas besoin de trop de trucs pour pouvoir... C'est donc une question d'ambition. Une question d'ambition, d'organisation, de volonté politique et de compréhension. Oh, cette volonté politique, cette volonté politique n'a de cesse de manquer, je veux dire, aux leaders africains. Oui, naturellement. Il faut que vous êtes d'ailleurs. C'est vous les leaders africains d'aujourd'hui. Il faut que tout le monde s'y mette, même vous journalistes. Je me rappelle une fois, j'étais à l'école internationale de Bordeaux et on avait un séminaire. J'essayais de convaincre tous ceux qui étaient avec nous de l'importance des langues nationales dans la formation, dans le journalisme. Mais le locuteur ne me comprenait pas. Alors on devait rencontrer un grand journaliste, un grand professeur burkinabé, qui était le seul docteur sciences de la communication à l'époque. Et quand il nous a rencontrés, il a dit, dès l'abord, il dit, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que de retourner dans les langues africaines. Donc tout ce que je le disais le matin, le professeur le répéter le soir. Mais il faut que les intellectuels puissent eux-mêmes, n'est-ce pas, s'approprier cette idée. Il faut que les journalistes eux-mêmes fassent une reconversion. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce domaine. J'ai refusé, je ne voulais même plus travailler en français. Alors que moi, j'ai été recruté pour faire du journalisme en français. Mais je ne voulais même plus, n'est-ce pas, travailler en français, je travaillais dans ma langue. Je voulais faire des émissions dans ma langue. Et j'étais en train de réfléchir là-dessus pour trouver effectivement quel est le meilleur moyen d'utiliser ces langues dans les médias audiovisuels. Président Ibrahima Mokhtar Sarr, nous voici arrivés au terme de l'entretien qui fait le nôtre. Mais il y a forcément des choses que vous aurez voulu dire et que mes questions n'ont pas forcément soulevé. Et je vous donne la parole pour boucler la boucle de cet entretien. Oui, c'est simplement pour dire qu'il est temps que les Africains comprennent qu'il n'y a pas de développement sans culture. Il est temps qu'ils comprennent que le mimétisme ne nous mène nulle part. Et que la plupart des querelles que nous avons aujourd'hui, c'est des querelles de seconde zone. La véritable question, c'est comment utiliser notre culture pour développer nos pays. Et dans ce cadre, je pense que c'est un sujet qui doit intéresser tout le monde. En tout cas, nous luttons pour ça. J'espère que de notre vivant, nous verrons en tout cas les fruits de cette lutte-là. Sinon, en tout cas, peut-être que les générations à venir continueront le combat. Et là, on continuera à se poser la question peut-être principale de savoir quelle est la place de nos langues dans la part que l'Afrique doit prendre dans la mondialisation aujourd'hui, telle que vous l'aviez évoqué. Mais justement, parce que moi, je dis que la meilleure manière de contrer la mondialisation, c'est d'utiliser ces langues. C'est-à-dire, je l'ai développé tantôt, parce que si on arrive à utiliser ces langues à la radio et à la télévision et former nos petits-enfants dans nos langues maternelles, dans nos langues nationales,
et créer des émissions, même pour les enfants, même pour les jeux des enfants, n'est-ce pas? Au lieu de regarder les jeux importés de Tintin ou de n'importe quoi, on leur crée des jeux à l'africaine avec des noms africains, avec une langue africaine. Vous interpellez par là aussi, je veux dire, les culturels à tous les niveaux. Hein? À tous les niveaux. Les artistes à tous les niveaux. C'est un combat, les artistes un combat à tous les niveaux. Ça va de l'art culinaire, ça va, n'est-ce pas, du vestimentaire, ça va de l'architecture, ça va... L'ambition n'est pas trop forte, non? Non, mais c'est un monde, c'est un tout. C'est une question de cosmogonie. Nous avons créé le monde, nous avons été au début. Comment dire, la source du monde. Nous étions, n'est-ce pas, ceux qui étaient à la source de la culture, n'est-ce pas, de la civilisation. Je crois qu'on peut y revenir. Merci bien, Président Ibrahima Mokhtar. Madame, Messieurs les téléspectateurs, nous recevons donc sur ce plateau de l'invité de la presse, Ibrahima Mokhtar Sarr. Il est président de la JDMR, Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement de la rénovation. Avec lui, justement, nous avons évoqué les différentes questions qui touchent essentiellement les cultures africaines. Je parle là de la valorisation des langues qui sont les nôtres, nos langues dites traditionnelles, dites maternelles, lesquelles devraient s'unir pour former un tout, quitte à ce que cela puisse s'imposer au monde d'aujourd'hui, au monde ambiant d'aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi, je n'étais pas seul, j'ai été assisté de Chardin Kala et de Aden Zambi qui a assuré la prise des vues et la prise du son. À la prochaine occasion, même heure, même chaîne. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, ekolo monene tobosana te Congo, tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana